Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, nous allons voir comment évaluer son équipe de développement à l'aide du test de Joel. Le nom test de Joel provient directement de son auteur, Joel Spolsky, qui l'a publié en 2000. Alors oui, je sais, ça date un petit peu, mais vous allez voir que les principes sont toujours d'actualité. L'intérêt de ce test, c'est qu'il est très simple et rapide à mettre en place. Il comporte uniquement 12 questions et prend uniquement 2 à 3 minutes à être appliqué. Contrairement à des tests plus poussés comme le SEMA, qui lui peut prendre plusieurs mois à être appliqué sur une équipe de développement. La contrepartie, c'est que ce test est uniquement à titre indicatif bien entendu, et ne va pas permettre d'évaluer des équipes de développement critiques telles que dans l'aéronautique. Je vais vous donner à la fin de cette vidéo quelques exemples de cas dans lesquels on peut utiliser justement le test de Joel. Mais avant cela, nous allons voir ensemble justement le test en lui-même et en quoi il consiste. Ce test se déroule en 12 questions. Vous avez 1 point si vous répondez par oui et 0 si vous répondez par non. À la fin, vous faites bien entendu la somme pour avoir le score final. Nous allons alors voir ensemble ces 12 questions et détailler pour chacune leur signification. C'est parti! Question numéro 1. Utilisez-vous un système de gestion de code source? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'enregistrer l'historique des modifications de votre code source et de versionner celui-ci. Ça va vous permettre ainsi de plus facilement travailler sur votre code source et de partager celui-ci avec d'autres développeurs afin de travailler en équipe. Parmi ces outils, on peut notamment citer SVN, CVS ou encore le plus populaire, Git. Question numéro 2. Pouvez-vous faire un build en une seule étape? Ici, cela signifie êtes-vous capable de générer une version livrable de votre programme en une seule et unique étape. Par exemple, via un script qui va venir simplement en le lançant, descendre les sources, compiler le programme et générer le binaire. Ou encore via des outils d'intégration continue tels que Jenkins. Plus vous avez d'étapes nécessitant une action humaine, plus vous avez des chances d'avoir des erreurs. Comme on dit souvent, le problème se trouve entre la chaise et le clavier. Je vous laisse imaginer ce que cela signifie. En plus de diminuer les risques d'erreur, vous allez retirer à votre équipe de développement différentes tâches qui vont être longues, répétitives et ennuyeuses. Question numéro 3. Faites-vous des builds quotidiens? Alors ici, j'apporterai une petite nuance par rapport à ce que nous dit l'auteur. L'intérêt, ce n'est pas de faire tous les jours des compilations pour le fun, bien entendu. Le but, c'est plutôt d'avoir des compilations automatiques à chaque fois que des modifications ont été apportées au code source par des développeurs. Ainsi, ça permet donc automatiquement de récupérer ces sources, de les compiler, de faire différents tests pour vérifier qu'il n'y a pas de régressions qui ont été apportées par ces dernières modifications. Ainsi, ça va vous permettre d'éviter de tomber dans des cas où un développeur va entraîner une régression qui va empêcher donc la compilation de votre programme et ainsi bloquer toute l'équipe qui ne pourra plus travailler sur le projet. Avec un système d'intégration continue notamment, on peut donc détecter ces problèmes et ainsi envoyer automatiquement un mail au développeur pour qu'il corrige tout de suite son erreur. Et bien entendu, pourquoi pas ramener les croissants le lendemain pour se faire pardonner. Question numéro 4. Avez-vous une base de données de bugs? Un système de gestion d'anomalies est un outil qui va vous permettre d'avoir une base de données des différents bugs qui ont été remontés dans votre programme. Bien souvent, les développeurs ne voient pas l'intérêt de tel système. Malheureusement, c'est une grosse erreur, car je les mets au défi de retenir la totalité des bugs qui ont été détectés sur leur logiciel ainsi que tous les détails qui en découlent, comme par exemple comment reproduire ce problème. Quelle est la version du logiciel dans lequel a été détecté le problème? Qui a remonté le problème? Quand? Quelle est la reproductivité finalement de ce problème? Est-ce que c'est un problème qui se reproduit tout le temps? Rarement? Quelles sont les étapes du coup pour le reproduire? Faut-il appuyer sur certains boutons ou d'autres? Et d'autres informations supplémentaires. Tout cela est impossible à retenir pour un être humain, surtout s'il y a des centaines de bugs. Selon moi, même si vous travaillez seul sur un projet, il est clairement indispensable d'utiliser des gestionnaires d'anomalies. On peut citer parmi eux Mantis ou encore Redmine. Question numéro 5. Corrigez-vous vos bugs avant d'écrire du nouveau code? Cela signifie corriger l'ensemble des bugs détectés sur la version actuelle de votre projet avant de commencer à développer de nouvelles fonctionnalités. Imaginez que vous avez un projet avec un certain nombre de fonctionnalités. Si vous attendez d'avoir tout développé, les fonctionnalités en question pour votre projet avant de commencer le debug, vous allez les retrouver dans plusieurs problèmes. Le premier, ça va être d'avoir énormément de bugs à corriger. Ça va être très long, très fastidieux et votre motivation risque forcément de baisser. En plus, vu que le code aura beaucoup évolué entre le moment où vous détectez certains bugs et le moment où vous allez les corriger, le code risque d'avoir pas mal évolué et ce sera plus difficile de trouver l'origine du problème.
De plus, les développeurs qui ont développé cette fonctionnalité seront peut-être plus dans votre équipe, ou tout simplement cela leur a fait peut-être quelques semaines ou quelques mois qu'ils ont développé la fonctionnalité, et donc auront oublié finalement ce qu'ils avaient fait. Ainsi, il y aura forcément un temps de réadaptation pour reprendre le code en main afin de corriger le problème. Alors que si finalement vous suivez la règle, c'est-à-dire donc corriger les bugs de la version actuelle avant de passer au développement de la version suivante, vous allez avoir déjà beaucoup moins de bugs à corriger, donc vous serez beaucoup plus motivé à le faire. Le delta du code sera beaucoup plus faible, il n'y aura que quelques lignes de code en plus, donc trouver l'origine du problème sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et enfin, les développeurs qui auront donc développé la fonctionnalité corrigeront tout de suite les bugs et finalement pourront trouver beaucoup plus facilement la correctif puisque le code sera encore très frais dans leur esprit. Si vous répondez par oui à cette question, vous allez avoir un temps de développement beaucoup plus faible et une qualité de code supérieure. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également avoir un logiciel qui sera tout le temps présentable. En effet, vous allez toujours corriger les problèmes des nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver. Ainsi, à tout moment, vous pourrez réaliser une démo ou une présentation à un client très facilement et ce sera toujours une qualité qui sera suffisante. Question numéro 6. Avez-vous un planning à jour? Alors on appelle également cela une roadmap d'un logiciel. C'est tout simplement un calendrier dans lequel on va voir les dates de sortie des différentes versions de votre logiciel qui sont prévues. Et pour chaque version, on va voir bien sûr le listing des fonctionnalités qui vont accompagner cette version. Alors ça permet dans un premier temps de synchroniser les différentes équipes en ayant des jalons qui sont fixes et clairs. L'autre intérêt des plannings, c'est que ça vous force à prioriser les fonctionnalités que vous allez développer. Imaginons par exemple que vous avez une démo à faire dans 2 semaines par exemple sur un salon et que vous avez en tête 4 fonctionnalités pour cette version. Mais chaque fonctionnalité demande 1 semaine de développement. Ainsi, en faisant le planning, vous allez vous rendre compte que pour développer toute la démo, il vous faut 4 semaines et donc que ça ne rentre pas pour le livrable dans 2 semaines. Vous allez alors prioriser les fonctionnalités à implémenter pour pouvoir sortir au minimum de fonctionnalités qui sont indispensables pour votre démo. Et ensuite, si vous avez le temps, vous ferez les autres fonctionnalités. Ça va ainsi vous permettre d'éviter d'aller sur le salon avec un manque de fonctionnalités indispensables et vous retrouver avec, par exemple, des fonctionnalités gadgets qui ne servent à rien. Question numéro 7. Avez-vous des specs? Cela correspond au document qui décrit ce que doit faire le logiciel sous forme d'une liste d'exigences. Donc une spec peut être très complète, comme par exemple dans les projets utilisant le cycle en V, ou plutôt simpliste dans les projets dits agiles. On parle plutôt ici de MVP, ou produit minimum viable. Ça correspond finalement à la liste minimum des fonctionnalités que doit comporter le projet. Cette spec permet alors de mettre à l'écrit ce que doit faire le logiciel et ainsi se poser certaines questions avant même de commencer les développements, et ainsi éviter de perdre du temps. On peut également citer le fait que les specs permettent d'écrire les feuilles de test. Donc les feuilles de test, ça permet de tester votre logiciel. Et en fait, ces exigences, on va les prendre et pour chaque exigence, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins un test en face pour vérifier que l'exigence est bien respectée après le développement du logiciel. Question numéro 8. Les développeurs bénéficient-ils d'un environnement de travail calme? Ici, rien de bien compliqué à comprendre. Si vous vous trouvez dans un environnement qui est bruyant et propice aux interruptions, vous allez être bien moins productif. Il faut savoir qu'il faut environ 15 minutes à une personne pour arriver à son taux de concentration maximum quand elle commence à réaliser une nouvelle tâche. Alors 15 minutes à l'échelle d'une journée, c'est pas énorme, c'est vrai. Mais finalement, dans une journée de travail, vous allez avoir énormément d'interruptions, telles que par exemple des coups de téléphone, des réunions, des collègues qui viennent vous chercher pour des pauses café, pour vous demander de l'aide ou tout simplement pour aller déjeuner. Toutes ces interruptions vont donc vous forcer à réavoir ces 15 minutes de concentration afin d'être efficace dans votre travail. Ainsi, dans une journée, vous allez pouvoir perdre plusieurs minutes, voire plusieurs heures de travail. Il y a un autre effet à ces interruptions. Lorsque vous allez devoir vous reconcentrer, vous allez utiliser beaucoup d'énergie et de motivation. Malheureusement, chez chacun d'entre nous, la motivation et l'énergie n'est pas infinie dans la journée. Ainsi, vous allez vous retrouver de plus en plus avec des difficultés à vous reconcentrer. Et finir tout simplement, en fin de journée notamment, à ne plus être du tout motivé et plus du tout avoir suffisamment d'énergie pour vous relancer dans de nouvelles tâches. Et c'est ainsi que vous allez procrastiner ou tout simplement glander sur Internet. Personnellement, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une journée de télétravail par semaine pendant près de 2 ans. Et croyez-moi, cette journée était clairement la plus productive que j'avais dans toute ma semaine. Car je n'étais pas soumis finalement à toutes ces interruptions que l'on peut trouver notamment dans les open space. Je rajouterai également une autre notion à ce que nous dit l'auteur ici, et c'est celui d'avoir un poste de travail adapté à ses besoins, qui soit confortable, mais aussi qui soit fonctionnel. Par exemple, si vous avez une chaise qui n'est pas adaptée, vous allez avoir mal au dos. Si vous avez un écran qui est trop petit, qui n'est pas assez lumineux ou trop lumineux, vous allez vous abîmer les yeux, etc.
Et ainsi, vous allez diminuer votre productivité car vous allez avoir des fatigues et des douleurs qui vont apparaître. Donc il y a une notion vraiment importante ici à comprendre, c'est que l'espace de travail influe énormément sur la productivité des personnes. Il ne faut donc pas le négliger. Question numéro 9. Utilisez-vous les meilleurs outils que vous puissiez vous payer? Pour préciser cette question, il faut se demander si votre équipe se paye les meilleurs outils dont elle a besoin, c'est-à-dire outils logiciels mais aussi outils matériels. Alors le but ici n'est pas d'acheter le plus cher ou le plus high-tech, mais d'acheter le meilleur outil dont vous avez besoin. Bien souvent, les entreprises essayent de faire des économies sur ces points, et c'est une grave erreur. Prenons un petit exemple pour illustrer cela. Imaginons une entreprise qui doit renouveler les ordinateurs de son équipe de développement. Ils reçoivent alors, imaginons, 2 devis, un à 400 € et un à 600 €. Le PC à 400 € permet de compiler le logiciel sur lequel travaille l'équipe en 10 minutes, alors que l'autre PC va permettre de compiler le logiciel en 8 minutes. Alors ça va permettre donc de gagner 2 minutes en prenant le PC qui est 200 € plus cher. L'entreprise va souvent et malheureusement se dire « Ah, il y a 200 € d'économie à faire pour seulement 2 minutes de perdu, ce n'est pas grand-chose ». Mais il faut bien comprendre qu'un développement, ce n'est pas seulement une compilation par jour. Un développeur va compiler plusieurs dizaines de fois par jour. Donc ce n'est pas uniquement 2 minutes qui va être gagné, mais plusieurs dizaines de minutes. Et ce, tous les jours. Un développeur, ça coûte assez cher. C'est au moins une centaine d'euros par heure. C'est ce que coûte un ingénieur informatique pour une entreprise. Donc je vous laisse imaginer à quel point ces 200 € d'économie pour un PC plus bas de gamme va être vite dépassé par la rentabilité que l'on va gagner en économisant 2 minutes par compilation. Utiliser les meilleurs outils possibles pour votre équipe de développement est clairement une garantie de productivité. C'est vrai que ça peut correspondre parfois à un investissement qui peut être lourd, mais dans le monde de l'informatique, c'est très rapidement amorti. Il y a bien une chose à savoir, c'est qu'il y a un endroit où il ne faut pas essayer de faire des économies, en tout cas de petites économies inutiles, c'est bien les outils. Comme le dit le proverbe français, les bons outils font les bons ouvriers. Question numéro 10. Avez-vous des testeurs? Ici, on ne parle pas bien entendu des développeurs qui vont réaliser 1 ou 2 tests sur un coin de table après avoir réalisé leur développement. Non, ici je parle bien entendu de personnes dédiées dans l'équipe à la réalisation des tests, et notamment au fait de dérouler les fiches de tests qui ont été rédigées, comme nous avons vu dans les points précédents. Faire la validation par les développeurs est une grave erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont 2 métiers totalement différents. Un développeur ne sera pas forcément un bon testeur et vice-versa. Ce sont des métiers qui vont demander des capacités et des compétences différentes. La deuxième raison, c'est que le développeur n'a pas le recul nécessaire sur le logiciel qu'il va tester, car c'est lui-même qui a rédigé le code source tout simplement. Un bon testeur doit écrire de façon factuelle ce qu'il observe, alors qu'un développeur va automatiquement et même parfois inconsciemment analyser et interpréter ce qu'il observe. Ainsi, il va potentiellement induire en erreur la personne qui va ensuite corriger le problème de façon concrète. Bien souvent, les entreprises pensent faire des économies en utilisant leurs développeurs pour réaliser la validation. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car bien souvent, un développeur va coûter plus cher qu'un testeur. Question numéro 11. Les nouveaux candidats écrivent-ils du code pendant leur entretien d'embauche? Malheureusement, la majorité des entreprises se contentent de faire des entretiens classiques, c'est-à-dire autour d'une table en face à face, et ne demandent pas alors aux développeurs de réaliser du code pour vérifier leurs capacités. Tout le monde peut faire un CV dans lequel il a changé la face du monde lors de ses différentes expériences professionnelles. De plus, certaines personnes sont très à l'aise à l'oral et peuvent faire des véritables one-man shows et passer pour de véritables dieux du développement. Donc le seul moyen pour avoir un vrai indicatif sur la capacité de développement d'une personne, c'est encore de vérifier par vous-même. Ne les croyez pas sur parole et ne croyez pas les documents, que ce soit CV ou diplôme, sur parole. Prenons une similitude de la vie de tous les jours. Est-ce que vous achèteriez votre maison uniquement sur une annonce parue sur Internet, donc uniquement un texte et une photo de la maison? Je ne pense pas. De même, est-ce que vous prendriez un traiteur pour votre mariage sans avoir goûté ce qu'il a fait? Non, ça paraît inconcevable. Alors pourquoi prendre un développeur sans avoir vu comment il codait? Question numéro 12. Faites-vous des tests d'utilisabilité de couloir? Cette question peut paraître un petit peu bizarre, je vous l'accorde, mais vous allez voir que le concept de base est finalement simple. Cela signifie tout simplement, prenez-vous de temps en temps au hasard des personnes afin de tester votre logiciel. Alors dans ces personnes, il ne faut pas que ce soit des personnes de l'équipe tout simplement pour avoir le recul suffisant sur le logiciel. Souvent avec seulement 5 à 6 personnes, vous allez avoir plus de 90% des problèmes qui vont être remontés. Que ce soit d'ailleurs des bugs ou des problèmes d'ergonomie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement gratuit. Et en plus, ça va vous donner vraiment énormément d'informations sur votre logiciel et sur sa qualité. Vous allez ainsi avoir des informations sur l'ergonomie et sur les différents bugs qui peuvent persister. Bien, maintenant que nous avons vu les différentes questions ensemble, nous allons passer au décompte des points. Vous pensez sûrement que si vous avez 6 ou plus, vous avez la moyenne et du coup vous êtes plutôt bien placé.
Eh bien non. D'après son auteur, une équipe de développement qui aurait un score de 10 ou moins devrait sérieusement se remettre en question. Alors ça peut paraître un petit peu extrême comme jugement, mais finalement quand on voit les notions qui ont été énoncées dans les différentes questions, c'est des choses qui sont tout simplement indispensables pour une équipe de développement. Par exemple, les gestionnaires de version ou encore les bases de données de bugs sont juste indispensables pour une équipe de développement. Il faut savoir que les grandes entreprises de développement telles que Google ou Microsoft ont un score de 12 sur 12 bien entendu. Et je pense personnellement que toute entreprise de développement digne de ce nom doit tendre vers ce score. Malheureusement, et d'après l'auteur, ce n'est clairement pas le cas. Il considère, lui, que la majorité des entreprises de développement ont seulement 3 ou 4 sur 12. Mais bon, après, il n'y a rien de dramatique. Si vous avez dans votre entreprise un score qui est inférieur à 10, rien n'est perdu. Ce test est là justement pour révéler finalement les faiblesses de votre équipe et de pouvoir mettre des actions derrière pour les améliorer. Et ainsi arriver vers ce score de 12. Comme promis dans le début de cette vidéo, nous allons voir ensemble différents cas dans lesquels on peut utiliser le test de Joël. Le premier, le plus évident, c'est pour évaluer son équipe de développement. Le deuxième, c'est lorsque vous allez être à la recherche d'emploi et que vous allez postuler dans différentes entreprises. Au lieu de poser directement à votre interlocuteur la question « Quel est votre résultat du test de Joël ?», bien entendu, posez les différentes questions qu'il y a dans ce test. Comme ça va vous permettre d'avoir un bon aperçu des capacités des équipes de développement de cette entreprise. Le troisième cas, c'est si vous êtes investisseur et que vous souhaitez notamment investir dans une entreprise de développement logiciel. Ça va vous donner un premier indicatif sur la qualité de cette entreprise, du moins du côté du développement logiciel. Le quatrième cas, et le dernier que je vais vous présenter ici, c'est tout simplement si vous êtes étudiant. Ça va vous permettre d'évaluer un petit peu votre école et votre parcours scolaire. Ainsi, si vous avez un faible score, cela signifie que votre école ne va pas totalement vous préparer, en tout cas pas suffisamment bien, au monde du développement. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous pouvez soit aller voir vos professeurs pour en parler, pour éventuellement peut-être axer les cours sur différents points qui sont présents dans le test de Joël, ou tout simplement vous former par vous-même. Maintenant que nous avons vu comment passer le test et dans quel cas l'utiliser, je vous invite à partager dans les commentaires le score que vous obtenez. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas des noms d'entreprise ou d'école pour éviter des polémiques. Mettez simplement entreprise, le score, ou école, le score. Encore une fois, ce test est à titre indicatif, donc pas de panique si vous avez un score qui est faible. Il est vrai également que ce test comporte quelques défauts, et notamment le plus gros selon moi, c'est le fait que chaque question a la même importance. Toutes les questions rapportent un point, alors que clairement il y a certains points qui sont plus importants que d'autres. Et notamment dans ces points extrêmement importants, voire même indispensables pour toute entreprise de développement, c'est tout ce qui est gestion d'anomalies, ou encore pire, tout ce qui est gestion de version. À ce sujet, vous êtes libre de recevoir gratuitement en description une fiche de synthèse sur l'outil Git qui est, je le rappelle, le gestionnaire de version le plus utilisé à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait plaisir. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans Coder Pro. À plus!